Dan, il était tout petit, tout jeune. Il s'entraînait, il faisait passer là, c'est le mec. Je dis, mais c'est quoi ce phénomène? Et quand il décide d'accélérer, j'ai vu un jour Balmont, Mavouba essayer de lui taper dedans dans les jambes. C'était impossible. Je voyais Ouais. Messi, Ronaldo, Puyol, Iniesta, Xavi, et je me suis dit, tant que je joue pas contre eux ou avec eux, je serai pas heureux. J'ai mal dormi. Parce qu'il arrive le moment où on joue contre le Barça. Inch'Allah, on n'en prend pas 5 ou 6. Et je leur ai dit, regardez, si mes remplaçants, je vais rentrer, je vais en un et je prends un rouge. Et on fait les paris. Donc je suis rentré, j'en ai un, carton rouge, je suis sorti. J'appelle ma soeur, je lui explique tout. Et après, je descends au bar de l'hôtel. Et là, Jack Daniel, c'était mon meilleur copain à ce moment-là. Je ne vais pas te mentir, frérot. Salut tout le monde, on est de retour avec Adil Rami pour l'épisode 2. Et avant de commencer, j'ai un petit message pour vous. 76% des viewers de Call Interview ne sont pas abonnés et ça, c'est un petit scandale. Donc je compte sur vous, on s'abonne, on active la petite cloche et on kiffe ensemble. Allez, c'est parti Adil. Dis-moi un peu, parce que quand je t'ai quitté, on parlait d'un éventuel retour en Ligue 1, on s'était dit pourquoi pas. Je sais pas si tu avais déjà les billes à l'époque de ton retour ou pas, mais comment ça s'est fait avec les stacks? Non, j'avais pas les billes parce que je pensais à jouer au football à Dubaï. Mais je sais pas, quand je regarde les matchs en Ligue 1, j'ai envie de. Tu vois, la chanson du début de match, quand tu rentres sur le terrain, les défis. Puis en plus, j'ai été entre-temps consultant chez RMC. Donc les gens aiment parler. Et puis à un moment donné, j'étais pris par la passion du football en Ligue 1. Parce qu'il faut savoir que la Ligue 1, bah, elle est quand même montée crescendo. Et puis là, elle est devenue quand même très, très, très forte, très solide. Euh, et puis aussi, j'avais envie justement de sortir de ma case comme je fais d'habitude et de continuer à être fidèle à ce que je peux faire, c'est-à-dire être là où on m'attend le moins. Du coup, j'ai discuté avec deux, trois clubs de Ligue 1, mais Ouais. les stacks étaient plus motivés. J'ai eu la chance d'avoir dans l'équipe de Troyes le directeur sportif qui m'avait recruté à l'époque à Lille quand j'étais mécanicien, qui connaît mon caractère, qui connaît mon comportement, qui connaît ma manière de voir les choses et de jamais baisser les bras. Donc, il s'est dit, allez, on a parlé pendant 5-10 minutes et il m'a dit, allez, c'est parti. J'ai confiance en toi, on peut y aller. Donc, voilà comment ça s'est fait. Voilà, moi, j'ai besoin d'être dans l'affectif et surtout bah, dans la prépa physique. Les qualités, moi, c'est surtout athlétique sur un terrain. Et donc, du coup, si tu m'enlèves ça, ben, c'est pas moi qui vais te faire des passements de jambes ou voilà, tout le monde le sait. Donc, du coup, quand je suis arrivé à 3, on a discuté avec le préparateur physique. Ça m'a fait du bien de voir un vrai staff. C'est ces gens-là qui sont très professionnels et qui m'a dit voilà, bah, écoute, par rapport à tes tests, on te donne 15-20 jours de préparation physique. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ça m'a fait du bien. Après, crescendo, on m'a mis sur le terrain. Et puis aujourd'hui, j'espère que j'arrive à répondre aux attentes du club et de cette ville et du coach. Mais j'ai l'impression que oui, pour le moment. Bah, d'ailleurs, enfin, vous restez sur des résultats quand même sur les dernières semaines qui sont hyper intéressants en vue du maintien, etc. Vous êtes, j'aime pas dire que vous êtes sauvés parce que déjà, c'est pas le cas, mais on sent, parmi les équipes du bas, on sent qu'il y a un truc qui se passe chez vous, tu vois. On sent qu'il y a, comme si vous aviez un petit peu trouvé la recette, même si j'ai pas envie de vous porter la poisse jusqu'au bout, mais on sent il y a un truc qui s'est passé à trois. Il y a eu des grosses performances face à des grosses équipes. Vous avez fait une série et tout d'invincibilité. Toi, c'est ce que tu ressens en interne aussi, que ça y est, il y a la mayonnaise qui a pris ou pas? Exactement. Il y a quelque chose qui a changé. Après, je ne peux pas trop en parler parce que justement, il nous reste 9 matchs. D'une part, on va éviter les haine des gens, déjà. Pour regarder notre secret et pas tout dévoiler. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on a fait preuve de force mentale. Parce qu'il faut savoir que cette série, on l'a fait après deux grosses patates. On a pris deux patates dans la gueule contre Rennes et à Brest. Et je peux te dire que là, ça n'a pas été beau. Hein. Ouais. Donc, du coup, ce qui était bien, c'est qu'on s'est dit les choses dans les vestiaires, avec le staff, avec tout le monde. On s'est remobilisé. Et aujourd'hui, on propose beaucoup mieux. On joue Nantes, qui était l'équipe du moment. Ouais. Et on arrive à gagner. Et puis après, là où on s'est vraiment, pour moi, loupé, c'est à Saint-Etienne, où on gagnait 0. Ouais. Là, dans les vestiaires, c'est un petit peu gueulé, parce que tout le monde va se dire qu'un partout à Saint-Etienne, c'est plutôt pas mal et qu'on fait une bonne série. Mais on voulait les 3 points. On voulait vraiment les 3 points. Mais évidemment, ils sont chez eux avec un public extraordinaire. Ça a poussé les 10, 15 dernières minutes. Donc, on a l'impression qu'ils ont dominé. En même temps, c'est logique. Vous êtes derrière nous et il va falloir pousser. Mais je m'en veux sur ce match-là quand même. Parce qu'à 0, on doit fermer, jouer à l'italienne et taper tout ce qu'il y a, quoi. On n'a pas su le faire. Mais c'est déjà bien quand même. Ouais, On est... c'est bien. Il faut aller le chercher quand même. C'est un point important. Et au final, des deux équipes, même si à la physionomie du match, tu peux avoir un petit peu les nerfs, l'équipe qui a le meilleur résultat, c'est vous. C'était à l'extérieur. Il fallait aller les chercher dans un sprint final qui est compliqué. Franchement, bien joué, les gars. Bon, j'ai parlé de l'Estac, mais j'ai pris un peu les choses à l'envers. Je veux revenir à tes débuts, Adil. Alors, l'histoire, la belle histoire d'Adil Rami, on l'a relayée partout. Elle est connue. Voilà, on a déjà fait le tour. Mais, tu me connais. J'aime bien creuser un petit peu. J'aime bien en savoir un peu plus. Alors, moi, je veux que tu me parles de la vie
Pas forcément tout de suite au moment où tu es repéré par le LOSC que ça se fait, mais plus la vie d'avant. Parce que le foot n'a pas tout de suite été une évidence. Donc, dis-moi un petit peu comment ça se passe à ce moment-là pour toi, avant que le foot débarque. Alors, en fait, moi, je suis un peu dans ma bulle, dans mon monde. Tout m'amuse. Quand j'étais jeune, tout m'amusait. Ouais, Et on tend, en fait, à chercher l'amusement, à être heureux. J'étais heureux comme ça, en fait. Donc, je prenais absolument rien au sérieux. Je voulais juste sourire, rigoler. Et j'avais aucun souci dans ma tête. Même ma grande sœur, elle me dit, mais tu as de la chance d'avoir cette force-là, parce que tu calcules personne. Tu calcules ni les gens, ni le. Tu paniques pas pour ton futur. Même quand j'étais mécanicien, je paniquais pas. Si tu veux, d'être dans sa bulle, parfois, ça donne l'impression, limite, avec beaucoup de respect, d'être un autiste, tu vois. ouais, Un petit peu où on se dit, bah, putain, mais il n'y a rien qui le touche, il n'y a rien qui l'intéresse. Le mec qui joue au foot H24, tu lui parles, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On verra, je vais être footballeur pro, alors qu'il n'est même pas dans un centre de formation. Et parfois, tu sais, tu te sens seul, tu te dis, mais il n'y a personne qui te comprend. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fin de compte, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en fin de compte, bah, j'ai été heureux. Voilà, dans ma tête, en fait, si tu veux, j'avais aucune limite et je prenais. Dès qu'il y avait des moments de galère, si tu veux, je faisais tout pour les esquiver et ouais. penser qu'au positif. Dans ma bulle, les mecs, ils étaient à fond dans le football, ils regardaient des vidéos de Papin, de Maradona, de machin. Même pas, je regardais. Je savais que j'avais un truc différent des autres. On Hmm. ne me comprenait pas. Mais voilà, j'étais tranquillement dans ma petite bulle jusqu'au jour où ma mère, elle commence à me dire, elle prend des pincettes, mais elle me fait comprendre qu'il faut que je prenne une décision et que le foot, c'est pas pour moi. J'avais quoi? J'avais 15 ans. Et moi, je veux être footballeur, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de. Puis là, on insiste avec, tu sais, les conseillers d'orientation et compagnie. Puis moi, je les regarde et je les calcule pas, quoi. Et puis je vois que ma grande sœur panique, ma mère panique, tout le monde panique autour de moi, en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire de lui, quoi? Qu'est-ce Ouais. qu'il va devenir? On vient d'un petit quartier à Fréjus. Bah, c'est normal, les mamans, leur rôle, voilà, c'est de paniquer et de penser à mon futur et à mon bien. Ah, je joue au foot et puis même dans mon club, ça allait pas. Parce que je pensais tout le temps à faire le con. Donc souvent, on disait, ah, mais c'est un gentil garçon, il est touchant. Mais derrière, il faut le bordel, quoi. Je mets l'ambiance, mais c'était au-delà de l'ambiance. Ça devient n'importe quoi. Et moi, c'était comme ça. Et puis un jour, j'ai été viré. Un jour, j'étais remplaçant en moins de 15, que je te parle du déclic là. J'étais en moins de 15 remplaçant avec un entraîneur qui s'appelait Olivier Guyet, tu vois. Et on est en finale de Coupe du Var à Toulon. J'avais 15 ans, moi. Et il y avait tous mes potes de quartier qui étaient venus et tout ça, pour voir le match. Et j'étais pas content d'être remplaçant. Et je leur ai dit, regardez, si mes remplaçants, je vais rentrer, je vais en 1 et je prends un rouge. Et on fait les paris. Et c'est exactement comme ça que ça s'est fait. Donc je suis rentré, j'en ai un, carton rouge, je suis sorti. Donc là, en mouille, machin. C'était une finale en plus. Ouais, Donc de là, ben, ils discutent pour me virer du club. En me ouais, disant, ouais. Et là, je ne sais pas comment ça se passe. Olivier Guyet, donc je reviens parce que j'étais plus jeune. Donc je reviens dans son équipe l'année d'après. J'avais 16 ans. Et là, il me met numéro 6. Et mon point fort, c'était super facile. J'avais deux ailiers qui étaient à 250 km/h. Je suis contrôlé d'un côté, transversal de l'autre. Tu vois? Et je ok. faisais que. Et j'étais super archi mobile parce qu'il faut savoir que j'ai un gros cardio. Bon, maintenant, j'ai 36 ans, tu vois, donc c'est un peu plus compliqué. Et je courais partout, j'étais un hyperactif sur le terrain, c'était un truc de fou. Ouais, Petite parenthèse, tous les joueurs contre qui j'ai joué en CFA ou des équipes comme Andoum, je pense qu'ils se rappellent de moi en numéro 6. Donc, à mon avis, ils doivent se dire, mais comment il a fait lui pour être en défense centrale? Parce que je leur ai fait très mal. Et petit clin d'œil. Et donc, du coup, je me rappelle, le déclic, c'est quand on est en début de saison, Olivier Guy me convoque, il me dit, écoute, je te garde dans mon groupe, tu es à deux doigts d'être viré, s'il te plaît, maintenant il est temps pour toi de devenir un vrai footballeur, de faire les choses correctement. Et je te fais confiance, je te prends avec moi en équipe première, des moins de 15, moins de 16, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Je lui dis, OK. Donc il me fait confiance. Et donc le premier match, numéro 6, je contrôle d'un côté, transversal de l'autre, je fais tourner le jeu à droite, à gauche, je cours partout, tu vois. Et le déclic, je l'ai eu, l'entraîneur adjoint à la fin du match qui me dit, tu es un joueur très élégant, très beau à avoir joué, bravo à toi. Et en fait, ça a été mon premier compliment. Parce que j'ai passé toute ma jeunesse en fait, à être dans ma bulle, ouais, parce que je ne pas, personne ne croit en moi, tu vois. Donc, du coup, ça a été mon premier compliment. Je pense que ça a été le compliment qui a déclenché un déclic en moi. J'ai pris ouais. confiance direct. Il m'a fallu d'un compliment, alors il m'a dit toi aujourd'hui, comment tu seras. Et donc, du coup, ce compliment, je m'en rappellerai toute ma vie. Ça m'a lancé la saison. Du style, du jour au lendemain, c'était pas le même joueur. Et Ouais. c'est de là où Olivier Guyet, on a des liens très forts ensemble. Et c'est là où il a tout fait pour que je rejoigne le groupe de CFA à Fréjus. Et à l'époque, ce groupe-là, l'entraîneur, c'était François Bratti, Ok. qui était en France, qui était, voilà, quand même, c'est un nom quand même. Donc, il a accepté de me prendre pour un entraînement. Et là, en CFA, pour moi, c'était un truc de fou. Le jour où on m'a dit que je devais aller m'entraîner en CFA, j'avais 16 ans et demi. Premier entraînement, j'étais pas défenseur, moi, j'étais milieu. Un coup de passement de jambe, frappe. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est la vérité. Donc, fin de semaine, directement, il me convoque dans le groupe avec lui et je reste en CFA. Et le déclic de ma jeunesse part de là, en fait.
D'accord. Donc avant ça, quand même, ce que tu me décris, le côté un peu incompris, tout seul, tu sais, on le ressent encore aujourd'hui. Il y a ce côté où les gens, on a l'impression que longtemps, même si ça va un peu mieux aujourd'hui, ils ne te comprenaient pas, tu sais. Quand on te parlait, on sentait que ce soit les médias ou quoi, il y avait comme si tu étais décalé du monde du foot, tu vois, les réponses toutes faites, standards, là, tu sais, après les matchs, langue de bois, tout ça. Tu n'as jamais fait ça, toi. Et tu as voulu rester authentique là-dedans ou c'est juste, c'est naturel et tu prêtes pas attention? Non, c'est naturel. J'ai senti qu'à un moment donné, on a essayé de me formater. Ouais. Et j'ai compris que le plus important, c'est ton entourage. Parce qu'à un moment donné, il y avait des agents autour de moi. Certains agents qui disaient, écoute, Adil, t'es défenseur central, t'es grand, tu fais 1,90 m. Maintenant, il faut que tu commences à montrer dans tes discours que t'es méchant, que t'es solide. J'ai capté que j'étais comme une sorte de mouton noir, tu vois, tout seul, à part, différent, que je voulais pas mentir aux gens, en fait. Je suis tellement généreux et gentil Ouais, ouais, que j'ai pas envie de mentir aux gens. C'est-à-dire quand je fais un discours, quand je parle ou quand je parle aux médias, j'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Il faut savoir que je suis pas fan des footballeurs de base. Je suis pas très fan d'eux, de l'image qu'on peut montrer en grande partie. Donc je vais pas mettre tous les footballeurs dans le même sac, mais j'évite ça. Bien évidemment que je suis footballeur et que parfois ça fait 15 ans, 16 ans que je suis professionnel maintenant. Donc j'ai des petits trucs peut-être parfois qui fait que, mais j'aime pas cette image. J'aime pas la manière dont certains footballeurs je sais pas, se montrent ou s'expliquent. ouais. Parfois, on a l'impression que footballeur, on se doit du côté du rap ou d'avoir un style pour essayer d'attirer le maximum d'amis, entre parenthèses. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Donc, je prends du plaisir, en fait, à être moi-même. Je suis heureux comme ça, en fait. Bon, tu me dis, tu arrives en CFA comme ça. Et avant la CFA, il y a du boulot encore pour être champion du monde et pour être à l'OM et pour être à Valence et à Séville, tout ça. Donc, après, il se passe quoi? Parce que c'est loin d'être acquis. T'es pas encore à Lille, c'est pas encore réglé. Comment ça se fait la suite? Après, quand j'ai commencé à prendre confiance et être en CFA, dans mes débuts, j'ai commencé à croire. On dirait, tu sais, j'ai entrouvert une petite porte comme ça et je me suis dit, bon, ben, je ne sais pas ce que c'était que le football professionnel. Pour moi, je les voyais comme des aliens. On m'a fait comprendre que c'était impossible. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'étais à la mairie de Fréjus, mécanicien. Je ne sais pas pourquoi ils disent jardinier, c'est une fausse légende. Et encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais dans ma tête, j'avais l'impression que je devais travailler. Donc, il y avait mes entraînements tous les jours, quotidiens, avec la CFA. Mais le matin, quand j'étais à la mairie, j'ai soudé, j'avais une grande barre en fer, des paquets de disques de frein à droite et à gauche pour faire des développés couchés ou pour travailler les bras. Et à chaque fois que je travaillais comme ça, je faisais une vidange. Dès que j'avais un temps libre de 10, 15, 20 minutes, j'allais vite dans une pièce, développé couché, pompe, abdos, les bras. Et en fait, j'avais l'impression que à chaque fois que je travaillais comme ça, que je prenais de l'avance sur les gens qui voulaient prendre ma place un jour, tu vois, ou les gens qui étaient titulaires en Ouais. CFA et que je pouvais justement en faisant ça les égaler ou un jour les doubler. Donc en fait, dans ma tête, ça a été des duels comme ça constamment. Et c'est resté jusqu'à maintenant. Ça veut dire que quand j'étais après, entre-temps, à Séville, à Valence ou à Milan, parfois on s'entraînait 2 fois par jour. Donc je le faisais avec tout le monde. Mais je n'étais pas content de faire les mêmes entraînements que mes concurrents. Ou quand Ouais. j'étais titulaire, je me disais que le remplaçant, il est chez lui tranquillement en train de se reposer. Donc moi, je rentrais chez moi, je travaillais et je me disais, là, je prends de l'avance sur lui. Et je Ouais. m'imaginais ce mec-là, en train d'être avec sa femme, en train de lui faire des câlins, en train de faire du shopping, ou j'en sais rien. Mais je sais que je prends de l'avance sur lui. Ouais. J'ai fait ça toute ma carrière. Tu vois, il fallait que j'en fasse plus. Justement, parce que j'ai la chance d'avoir cette mentalité voilà, j'arrive à pas me mettre de pression. Ouais. Parfois, oh oui, je suis anxieux. Maintenant, maintenant, je suis un peu plus anxieux parce que j'ai des choses à perdre. Avant, j'avais rien à perdre. Tu comprends pas? Mais on me dit, tu vas venir faire un essai. Mais le pire, c'est que la veille, j'ai fait un accident. Comme tu le sais, j'ai fait un accident grave sur Ouais. l'autoroute. Ouais. Le lendemain, j'ai pas le temps de réfléchir. On me dit, tu vas faire un essai d'une semaine. J'arrive à Lille faire l'essai. Ils ont tous 15-16 ans, on ne savait pas. J'en ai 19. Ah ouais. 19-20. Donc je me dis, ouais, donc j'avais des séquelles un petit peu sur le crâne. Ouais. Alors que moi, mon point fort, c'est le jeu de tête. Et je me dis à ce moment-là, je m'en fous, quoi. En gros, pour être poli, je m'en bats les. Je te dis la vérité. Donc en fait, j'ai essayé de réfléchir avec mon instinct. Et je me dis, regarde, t'es pas un grand technicien. Ce que tu sais faire, ce que tu sais gérer à cette époque-là, c'est que tu as un gros cardio, tu as une bête de transversale Ouais. et que tu as un jeu de tête. Alors mets ça en avant. Tu vois, j'avais pas de coach mental à l'époque. J'avais pas appris le football comme la plupart de ces gens-là autour de moi à ce moment-là. Ouais. Et j'allais pas m'inventer un nouveau joueur. Et je pense que c'est ça qui a plu. Franchement, c'est ça où je me suis dit, premier entraînement, deuxième entraînement, ça m'a fait bizarre de voir des jeux avec, tu sais, des 1-2, des bonhommes, des mannequins. Tu contrôles le mec qui te gueule dessus, tu ne comprends pas pourquoi. Alors que nous, Enfin, moi, comment j'ai joué au football, c'est que tu contrôles, tu vas vers l'avant. Même si tu fais un mauvais contrôle, le but, c'est pas de perdre.
Là-bas, c'était pourquoi tu fais un externe, fais un plat du pied. Quand tu contrôles, va directement à l'endroit où tu veux aller. Regarde autour de toi avant de recevoir. Moi, c'était pas comme ça, moi. Moi, je Ouais. contrôle et après, je fais la bagarre. T'as capté ou pas? Contrôle, il vient, tu le c'est tout. Bon, t'es à Lille. T'es à Lille et toi, tu me décris ça comme étant un truc où tu devais prouver à chaque fois pour être accepté et tout. Il y a l'épisode comment ça s'appelle, de quasiment une équipe pro qui descend en CFA, tu joues avec eux, tout ça. Et là, tu te fais accepter un petit peu par tes prestations et par l'implication qu'il y a dans les entraînements. Mais j'ai eu Aurélien Chedjou et lui, il me dit que quand il arrive, c'était presque impossible de te déloger, tu vois, de l'équipe. Il me dit, moi, alors, j'ai pu jouer à côté de lui, tu vois, mais il me dit, quand on arrive et qu'on est défenseur central et qu'on sait qu'il y a Adil Rami dans l'équipe et qu'on voit son statut dans l'équipe, on se dit, lui, c'est mort, il ne bougera pas. Donc, c'est que tu étais accepté, tu vois. Donc, comment tu pars de je galère à prouver ce que je vaux à taulier indiscutable en un laps de temps aussi réduit? Déjà, merci à lui. Ça fait vraiment, ça me touche au cœur. Mais en fait, là, ce qu'il dit lui, c'est que moi, je te raconte avant d'en arriver là. Ouais. Parce que moi, quand j'ai bossé en CFA, je suis arrivé en pro. Si tu veux, je pense que mon nom, il s'est fait avec tout ce qu'il y a eu autour de moi. C'est-à-dire, j'ai réussi à faire un nom mais comment il a fait pour être professionnel? Le mec était mécanicien il n'y a même pas un Ouais. an. En plus, j'ai joué, j'ai vite marqué. Après, j'ai un comportement qui fait que tout le monde parle de moi. Donc ça, c'est lui. Lui, il avait cette impression-là. Moi, en tout cas, je n'avais pas la même impression. Ça veut dire que moi, pour moi, chaque match, chaque entraînement, je devais progresser, améliorer parce que, si tu veux, comme je te l'ai expliqué, on m'a fait croire que les pros, c'était des aliens. Donc quand Ouais. j'arrive à Lille et que je joue, c'est pas suffisant pour moi. Pour moi, tu vas aller chercher Ronaldo et Messi, quoi. Tu veux soit jouer avec eux, soit tu veux jouer contre eux. Ouais. Et un jour, à Lille, il y a des agents qui commencent à venir à tourner autour de moi. Et on discute et il me dit, mais c'est quoi tes ambitions avec Lille? Je dis, maintenant, ça fait 4 5 ans que je suis à Lille. J'ai un nom, j'ai un petit nom, donc j'étais un petit peu le jeune que tout le monde voulait dans son club à cette époque-là. Et je leur ai dit clairement, je leur ai dit, en fait, moi aujourd'hui, j'ai aucune limite. Moi, je veux affronter Messi et Ronaldo. Je veux voir comment c'est en face. Je veux les voir en vrai, tu vois. Voilà, donc je vais aller en Espagne. Ouais, mais tu pourrais aller en Italie ou tu pourrais aller à Lyon, Marseille, machin. Donc, du coup, tout le monde discutait autour de moi. Mais moi, j'avais qu'une chose, c'est que je voulais faire partie des plus grands. Mais le Mhm. problème, c'est que ça a été un énorme coup pour moi. Parce qu'en pensant comme ça, je me suis brûlé les ailes. Aujourd'hui, je me dis, j'ai des enfants qui jouent au football, grâce à Dieu. Et je me dis que je serai là justement pour pouvoir les canaliser. Parce que moi, j'ai voulu vite monter très vite. Mais très, très vite. Sans apprendre côté professionnel, sans rien apprendre, quoi. Juste avec mon instinct et mes intuitions. Donc, du coup, Aurélien, il pense ça parce qu'il lui, il m'a vu par rapport à tout ce qu'il y a eu autour de moi à ce moment-là à Lille. Mais moi, j'étais pas encore satisfait, quoi. Mais tu vois, tu me dis, tu t'es brûlé les ailes, tu me dis, tu as été un peu vite dans ton ambition, mais pourtant, tu as eu des formateurs comme Claude Puel, qui, quand tu arrives à Lille, c'est lui qui est en poste, tu vois. Il est réputé pour justement mettre les bases dans la tête des jeunes joueurs, leur expliquer comment ça se passe, être dur quand il faut être dur. Derrière, tu as aussi eu Rudy Garcia, qui n'est pas réputé non plus pour être un tendre, tu vois. Les faits de les côtoyer, ça t'aide pas à justement apaiser un peu cette ambition que tu as encore? C'était trop dur, j'étais trop un hyperactif. Et je me disais que voilà, il faut que je monte, il faut que j'aille plus haut. Et puis Claude Puel, j'ai eu de la chance de l'avoir au début de ma carrière parce que Ouais, tu l'as pas eu longtemps. les choses collent parfaitement avec mes qualités. Hmm. H4, Grinta, 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 et moi j'adorais ça. Je me souviens un jour, on joue contre Valenciennes, c'était Tony Silva dans les cages, et il y a eu un but de Suarez, je ne sais plus comment il s'appelait, désolé, le pauvre. Et il lobe le gardien avec la tête, tu vois. Il part célébrer le but, sauf que moi j'arrive à 2000 et je la sors sur la ligne en petite retournée, tu vois. Et Tony, il récupère le ballon dans les mains et il prend le ballon, il la dégage en touche. En fait, il était dégoûté d'avoir pris le but. Sauf qu'il Ouais. n'y avait pas but. Il y avait pas but. Et là, Claude Puel m'a dit, voilà, c'est exactement ce que je veux de toi. C'est comme ça qu'il m'a mis en confiance. Il m'a dit, je ne veux que toute ta carrière, tu restes comme ça, tu ne lâches absolument rien. Même si tu es un peu moins bon un jour ou dans un match, c'est pas grave. Garde cette force-là, tu iras jusqu'au bout. Et lui, il m'a appris ce côté où il faut absolument rien lâcher, parce qu'il était comme ça de base. Ensuite, Ouais. il est parti. Je suis tombé avec Rudy Garcia, qui m'a fait confiance, qui m'a fait jouer. J'ai pris du plaisir, mais je voulais déjà aller voir ailleurs. J'étais trop un impatient, un gros défaut. Je voyais le football en Liga. Je voyais Ouais. Messi, je voyais Ronaldo, Puyol, Iniesta, Xavi, et je me suis dit, tant que je ne joue pas contre eux ou avec eux, je ne serai pas heureux.
Pourtant, il Et, y a le LOSC qui grandit quand même un peu en même temps que toi, parce que on sent que le club, il gravit les échelons un petit peu avec toi, tu vois. Vous faites septième, puis 5, puis 4, puis le titre, tu vois. On se dit que... Alors, c'est vrai que le titre, c'est un peu la boucle est bouclée, tu vois. Une fois que tu as eu le titre, tu as tout vu, et on sent que c'est le moment pour partir. Mais tu me parles de cette envie d'aller voir ailleurs, déjà qui était là depuis un moment. Est-ce qu'il y a eu des approches très concrètes qu'on fait qu'à un moment, avant le vrai départ vers Valence, tu as envie déjà, ou tu as des possibilités déjà de vraiment partir qui sont concrètes? et ouais, parce qu'il y avait Marseille, il y avait Bordeaux qui cartonnait. Et ensuite, on m'appelle avec des gens comme entraîneur. J'avais eu des touches par Guéret, par pas mal, plusieurs fois avec Marseille. Mais là, ils voulaient associer Diawara et moi en défense centrale et jouer la Ligue des Champions. Et comme je te l'ai dit, je voulais jouer avec les grands. Je voulais jouer contre les grands. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de défis, de challenges. Et Marseille me le proposait à ce moment-là. Entre-temps, j'avais dit oui. J'avais discuté avec Marseille. Je dis, allez, c'est parti. À ce moment-là, quand j'avais dit oui à Marseille, ce qui était fou, c'est qu'on n'avait jamais parlé argent. C'est pas du style, on fait un call avec Deschamps. Derrière, on me dit, bon, mais combien tu veux? J'en sais rien combien je veux. Je sais même pas combien touche un joueur olympique de Marseille. Je sais pas la base. Moi, je veux juste jouer la Ligue des Champions. En fait, pour moi, la base de base, c'est que d'être dans une vitrine, d'être vu, de montrer qui je suis, de jouer contre les plus grands en Ligue des Champions, parce que la chanson, elle me fait vibrer. Et voilà, argent. Pour moi, c'est ça le vrai sens du truc. C'est je te montre qui je suis, après tu me payes. Tu vois, je Ouais. savais pas que le football à l'époque, à cette époque-là, j'étais tout mignon, tout doux. Je savais pas que c'était bah, donne-moi 2 millions, sinon on va dire ta mère. Là, tu commences. Ah ouais, bah, le football, il est comme ça. Moi, je Ouais. le voyais pas comme ça. Là. J'ai dû m'adapter après. Et donc, du coup, ça s'est pas fait parce que Cédou, il a vendu. Cédou, il a préféré vendre à l'époque. Préféré. Il voulait pas vendre ses cadres, plusieurs cadres. Ils avaient raison. Donc, du coup, ils ont préféré vendre Michel Bastos avec un transfert plus juteux à l'Olympique Lyonnais. Et ils Ouais. se sont dit, ben, toi, tu vas rester. Donc, c'était un petit peu tendu à cette époque-là. Et derrière, quand les Espagnols sont carrément venus à Lille me voir, me parler un petit peu du football espagnol. Valence, c'était le troisième club espagnol à l'époque. Hmm. On joue la Ligue des Champions, c'est comme ci, c'est comme ça. Et la vie me montre les maisons, le soleil. Tu vois, Ronaldo, Messi. C'est bon, ça y est, c'est parti. Dans ma tête, c'était clair. J'ai eu un rendez-vous avec Lille, je leur ai expliqué. J'ai signé en décembre avec Valence, prêté à Ouais. Lille. Et Ouais. là, une fois, un Crédit Garcia, ils me disent écoute, à Lille, on sait que tu vas, bah, que tu as signé à Valence, voilà, pas de problème. Par contre, nous, on a vraiment une belle saison à finir. On est en décembre. Et je lui ai dit au coach ne te casse même pas la tête, je suis pas un tricheur et je donnerai mon corps à la science. Fais-moi confiance. Et puis là, on a bombardé jusqu'à la fin de saison pour être champion de Coupe de France et champion de France. Et Hmm. derrière, je pars comme un petit prince. Ouais, Mignon. ouais, t'es bien parti. T'es bien parti. Et du coup, l'épisode de Marseille, il se fait, c'est quand c'est l'été, juste avant le sac de Lille? Ah, c'est ça. Incroyable. Moi, j'ai un destin de dingue. Donc, du coup, il Ouais, ne me laisse ça pas joue à partir. ça. La dernière question sur Lille, c'est, tu es en interne, d'accord? Donc, toi, tu as la chance de les voir de près. Donc, tu sais comment s'est ficelé le titre, tu sais le lien qui unissait le groupe, tu sais l'importance qu'avaient eu, que soit les individualités, soit les leaders collés dans la voie pour assembler le collectif. Donc, dis-moi, parle-moi un petit peu du groupe Hazard, Mavouba, Landreau. Et j'aime bien ajouter Gervinho parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais pour moi, il est primordial dans l'année. Le rôle de ces quatre-là, c'est quoi? Hazard, je suppose que c'est plus sur le terrain qu'il est important. Mais on en a parlé comme étant le petit tricheur, le carotteur de l'entraînement. Mais à l'époque, il est tout jeune. Comment ça se passe avec lui dans le groupe en interne? Déjà, il faut savoir que peut-être que c'est grâce à ce groupe-là que moi, j'ai appris et grandi en termes de cohésion de groupe. Parce que moi, à l'époque, à Lille, je faisais mes conneries, je rigolais, mais j'étais pas quoi. Euh, En fait, j'étais pas le leader de l'ambiance du vestiaire. Moi, j'étais juste un gamin qui faisait le con, mais je faisais pas ça pour créer des liens et pour qu'on ait un bon vestiaire. Je le faisais naturellement. Mais il y avait des mecs beaucoup plus importants, comme Rio Mavuba, justement, qui savaient gérer ça. Moi, j'étais là juste pour faire mon clown et je prenais du plaisir à faire mon clown. Et voilà, mais après, c'est vrai qu'on avait une ambiance, elle était extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a tout le monde qui a joué un rôle là-dedans. Et Dan, il était tout, tout petit, tout jeune. Il venait, je le voyais s'entraîner et je le voyais, il faisait passer lacet. Il venait, il s'entraînait, il faisait passer lacet, le mec. Je dis, mais c'est quoi ce phénomène? Juste, je l'observais parce qu'en fin de compte, j'étais pas si vieux. J'étais pas non plus, on n'avait pas un gros Ouais, décalage. ouais, Et puis, il était tellement fort, mais pas fort. C'est pas quelqu'un qui venait et qui allait faire 3, 4 passements de jambes. Non, c'est simple, efficace. C'était un truc de malade. Pour un coach, c'est tout bénéf. Alors que tu es un mec technique, il va vouloir faire 1, 2, 3 passements de jambes, ça passe une fois, 2 fois. Mais quand tu es focus sur lui, que tu es défenseur, et que tu sais ce qu'il va, tu sais plus ou moins un petit dribble, voilà, lui non. Lui, parfois, il jouait une touche, 2 touches de balle. Allez, 3 touches de temps en temps. Et quand il décide d'accélérer, j'ai vu un jour Balmont, Mavouba essayer de lui taper dedans dans les jambes, c'était impossible. C'était un petit phénomène. Mais dans les vestiaires, mais il était comme moi.
des insouciants, des inconscients. On était là, on parlait, on disait de la merde. Même lui, ça lui a coûté une tarte. Tout le monde connaît l'histoire de la tarte avec Franck Beria. Il s'est pris une gifle un jour. Voilà, de Donc, dépasser elle est les vraie, limites. cette histoire. Elle est vraie, cette histoire. Ouais, ouais, elle est vraie, elle est vraie. Elle est vraie. Bon, après, moi, je ne pourrais pas t'expliquer en détail. Ouais. D'après comprendre, c'est que voilà, il avait chambré Franck Beria en dehors, dans la ville. Il était avec sa femme. Franck Beria, il a laissé passer. Et puis, dans les vestiaires, quand il lui a tendu la main, il lui a mis une gifle. Mais voilà. Mais, mais j'avoue qu'on avait une bête d'ambiance. Il y avait, je me souviens, un jour, on était un peu fonfon. Fonfon, bon, c'est ma manière de dire. Ouais, j'ai bien compris. On était un peu fonfon. On avait tous pris des Vélib dans la ville, dans le vieux Lille, et on bombardait tout, moins 10-15. Et on criait comme ça, comme des enfants, alors qu'on s'en foutait de qui on était, quoi. On était... Et puis un jour, je te raconte une petite histoire, parce que tu as bien mes histoires. Ouais, je les aime bien, tes histoires. Un jour, Rudy Garcia, on joue contre je sais pas qui. Et souvent, on joue le samedi. Et le dimanche matin, il faisait décrassage. Ouais. Et repos lundi. Il y a des clubs, tu joues le samedi, tu as repos le dimanche directement et tu t'entraînes lundi. Sauf que là, c'était inversé. Donc, décrassage dimanche matin. Samedi, avec Michel Bastos, c'est pas bien, je dis des noms. Je dis, vas-y. On a pris 4, 5, 6 joueurs. On est sorti à Lille. Ah, je sais pas, moi. J'étais jeune, c'est à l'époque où on pouvait se permettre de sortir et on demande notre entraînement quand tu es jeune. Ça passe. Ouais. Et là, on est fonfon. Mais je te jure, fonfon, tu vois. Et là, on devait faire un décrassage. Imagine, décrassage. Je marque au tableau. Tu sais, il y a un tableau où il y a le coach qui arrive à l'entraînement pour faire son discours. Ouais. Et là, j'ai un tableau, je suis éclaté. Et je marque, nous sommes fonfon, en grand. Tu vois ou pas? Oh, bon, on fait le tour, on va voir les kinés, on prend un café, tu sais comment ça marche, hein, le temps d'attente. Et là, le coach, il nous convoque pour l'entraînement. Il a pété les plombs. Ah, vous voulez jouer avec moi? Ah, vous êtes fonfon. Ouais, tout le monde savait que c'était moi le coupable, il n'y a aucun problème. Ok, alors on va faire des 1000 mètres après match. T'imagines? Il a pris un gros. On a fait des 1000 mètres. On a fait 4 ou 5 fois 1000 mètres sur la piste. On courait, mon corps courait, mais il n'y avait plus mon âme, il n'y avait plus rien. Je peux te dire qu'après, on avait décuvé, on était solide comme jamais. Et il n'y a personne qui t'a balancé, personne n'a dit que c'était toi. Ah, il savait, il n'y a pas besoin de me balancer, t'inquiète. Ok. Bon, on bascule à Valence, parce que les conneries de Lille, c'est bon. On bascule à Valence. Bon, tu me dis, Lille, du coup, ça reste, on restait quand même dans ce club familial, parce que c'est surtout après le titre qu'on sent qu'il y a eu une infrastructure qui a encore évolué et tout à Lille, c'était devenu dingue, même si Lille, c'était déjà un club sérieux, je pense. Quand toi, tu poses tes valises à Valence, est-ce que, comme certains, tu as un petit choc de professionnalisme? Parce que tu sais, il y a beaucoup qui disent quand ils quittent le championnat de France, ouais, en France, on ne sait pas travailler, en France, il y a ci, en France, il y a ça, alors qu'à l'étranger, ils sont meilleurs que nous par rapport à plein de domaines. Est-ce que toi, tu vis la même chose? Dans l'intensité, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus, ce qui est normal. Tu es en Espagne, c'est un profil qui est différent. Et, ça joue au ballon, tiki-taka, j'étais là en plein milieu, on n'arrêtait pas de me dire, ouais, il aime les duels, c'est un homme qui aime fighter, se battre. Il ira en Angleterre. Comme d'habitude, je prends tout le monde à contre-pied, je vais en Espagne, cousin. J'avoue, c'est vrai. J'arrive, il n'y a que des rondos. Tiki-taka, undo, toque, je comprends rien. Tu vois, ça va trop vite. Je me retrouve tout le temps au milieu. Moi, j'aime pas les taureaux, moi, les gars. Faut arrêter avec les taureaux. Sauf que le problème, c'est que tout le temps, j'étais au milieu, au début. Trop vite, je comprenais pas. Sauf qu'après, j'étais devenu un expert. Ce qui m'a le plus choqué, vraiment, c'est qu'à l'époque, à Lille, où on était quand même bien, à chaque fois qu'on jouait un match d'Europa League, parce que j'ai connu la Ligue des Champions avec Valence, tu quittais la Ligue 1, tu jouais contre des équipes, tu allais à Fenerbahçe, des bonnes équipes, mais c'était pas non plus, tu vois, on jouait la Roma de temps en temps, ou on a joué Liverpool, on a l'impression qu'on est déjà perdant. À l'époque, je te parle. Tu sais que c'est costaud, tu sais qu'on va essayer, mais je suis arrivé à Valence et j'ai mal dormi. Parce qu'il arrive le moment où on joue contre le Barça. Je me dis, Inch'Allah, on n'en prend pas 5 ou 6. 2-0 chez nous, c'est bien. Tu vois, pas dans ma tête. Parce que j'avais encore la mentalité de. J'avais la mentalité encore à la française. Tu vois, pas à l'époque, parce que maintenant, ça a évolué. Là, en Ligue des Champions, ça doit taper, ça tape. Tu vois, mais à l'époque, en tout cas avec Lille, on était encore un petit club. Dans le sens où un bon bien. Mais en Europe, on n'était pas encore bien, bien. On joue contre Barça, je me dis, oulala. Mais attention, le Barça, c'est le Messi qui chevauchait tout le monde. Et au moment où tu te dis, c'est bon, il est fermé, tu fais une petite passe entre les lignes et il y a Pedro qui arrive, qui enroule. C'est tellement facile. Et on joue contre eux. Le discours du coach, l'ambiance dans les vestiaires. Je dis, oh, c'est un jour de fête ou quoi? Attends, les gars, on n'a pas encore gagné, hein, tranquille. En fait, non, c'est l'ambiance espagnole. C'était en fin de compte, il fallait vraiment prendre du plaisir, mais que surtout, on allait leur faire super mal.
Premier match, on fait 2-2. Mais j'étais choqué comme on a été bon. Donc, eux, ils ont, comme d'habitude, à l'époque, tu te rappelles, c'était tiki-taka. Par contre, en contre, à l'époque, il avait mis 2 latérales gauche à gauche, le milieu gauche et le latéral gauche. Et c'était Jordi Alba et Jérémy Mathieu. Et il lui disait, leur point faible, c'est les côtés parce qu'ils veulent technique, machin, prendre du plaisir. Par contre, quand on va la récupérer sur les côtés, on va bombarder. On va tout sprinter. Et il disait à Jérémy Mathieu, quand tu es mort, tu te replies, toi, tu passes devant. Et vice-versa, tu vois. Et sur le côté, comme on leur a fait super. Mais voilà. Et là, j'ai appris qu'en fin de compte, en Espagne, en tout cas à l'époque, encore une fois, je parle parce que ça évolue en France, mais la culture de la gagne. Tu joues le Barça, le Real, à l'extérieur ou chez toi, tu joues pour gagner. C'est un truc de ouf. Tu ne te chies pas dessus, tu fais pas de. Tu joues. C'est incroyable, je te jure. C'est ça qui fait que tu as le plus progressé en Espagne sur ta première année, notamment. C'est ça qui fait Ah, le gros changement. ah ouais, pareil. C'est la même manière dont je suis arrivé de mécanicien en Ligue 1. Je suis arrivé de Ligue 1 en Espagne en me disant c'est tous des aliens. Et au final, je me suis vite adapté. J'ai travaillé. Et dès mon premier match, j'ai commencé à un but. Je marque. Ça sonne la révolte. Et directement, on me met leader de la défense de Valence. Et puis après, ça part de là. Je crois que cette saison, je suis à compétition confondue, je dois être à 4-5 buts. Parce que j'avais mis cette année-là, j'avais mis un doublé aussi en Europa League. J'avais marqué pas mal, hein. Tu connais un peu, tu vois. Ouais, tu connais tes stats. Et donc, c'était pas mal pour un défenseur. Je crois que à cette époque-là, cette première année à Valence, je le dis, parce que je sais que le monde du football, on a une mémoire courte. J'avais été, je crois, le joueur le plus utilisé en Europe avec Messi et Ronaldo. Et derrière, on fait l'Euro et je me crame. J'arrive à l'Euro, je suis totalement. Mais je ne m'en rends pas compte. Parce que pour moi, mon corps, il n'a jamais été utilisé comme ça de la même manière. Donc, je me dis, ça passe, ça va passer. Puis, en fin de compte, je me rendais compte que j'avais besoin de repos, psychologique, mentalement. Mais en tout cas, je sais que j'ai pris du plaisir et j'ai beaucoup appris. Ça a été un kiff. Bah, c'est bien que tu me dises que tu as été le joueur le plus utilisé après Messi et Ronaldo. Parce que bon, déjà, le nombre de matchs que les joueurs ils arrivent à encaisser aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a presque 10 ans, tu vois, où tu débarques à Valence et vous faites une grosse saison, encore une fois. Quand tu arrives, Valence est troisième. Après ta première année, Valence est encore troisième. Vous faites une super grosse saison. Et troisième en Liga, c'est champion. D'accord, on enlève les deux Pas autres. mal. Quand tu es troisième de Liga, tu es champion d'Espagne. Attends, je crois qu'on perd en demi-finale de Coupe du Roi. Parce qu'il faut savoir que Oui, la Coupe du Roi, aller-retour, hein, ouais, contre le Barça. ouais, Et on perd en demi-finale cette année-là contre Atlético de Madrid, qui gagne l'Europa ouais. League. Ouais, aller-retour, pareil. La merde. Ouais, non, franchement, vous faites une grosse saison. Vous faites une grosse, Ah, grosse saison. Elle est incroyable, votre saison. Et comment dire, toi, tu fais une cinquantaine de matchs. Ce qui change de ce que tu as connu à Lille, ce qui change de ce que même le monde du foot a l'habitude de faire à ce moment-là. Est-ce que le départ d'Emery, c'est un coup dans ta tête? ouais, ça m'a fait bizarre, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce qu'en fin de compte, j'avais créé des liens avec lui. Il Ouais. savait que j'étais actif, il savait qu'il fallait me ralentir. Alors lui, il me ralentissait, tu vois, même à l'entraînement, il voulait tout le temps me canaliser, me calmer. Puis quand il est parti, j'ai senti que j'étais limite abandonné, quoi. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que le coach va m'aimer? Parce qu'en fin de compte, comme tu le sais, si je joue avec un coach que je ne sens pas, que j'apprécie pas ou qui ne m'aime pas, je m'en fous de l'autre. Moi, je veux un lien, je suis un affectif. Je veux prendre du plaisir avec le mec qui m'entraîne. Et derrière, ça a été super archi compliqué parce que entre-temps, le club, je ne sais pas ce qui s'est passé, a fait sauter Unai Emery parce qu'ils n'étaient pas contents de la troisième place. Derrière, on enchaîne. Et puis, il met un jeune entraîneur à l'époque. Le jeune entraîneur, il saute le pauvre. Pellegrino. Ouais, je lui ai offert le plus beau but de sa carrière au moment où il part. Parce que j'ai mis un but de 56 mètres et je crois qu'une semaine après, il s'en va, le pauvre. Bon, moi, il aura vu mon but en cadeau. Donc, avec lui, déjà, voilà. Il débutait, première saison pour lui, je crois, ou deuxième. Ouais. Derrière, on a Djukic, pareil, débutant, changement de président. Et là, c'était super compliqué parce qu'à ce moment-là, quand il y a eu tous ces petits changements, ils viennent déjà me voir, alors que je venais juste d'arriver. Un an, j'ai fait une grosse, grosse saison. Et là, tout le monde vient chez moi. Le président que j'adorais à l'époque et qui me dit, Adi, s'il te plaît, par rapport aux soucieux de Valence et tout ça, on peut pas il faut qu'on te prolonge. Il faut que tu changes ton contrat. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dans mon contrat, je ne calculais pas. C'est mon agent à l'époque. Et il me dit, il faut que tu signes une prolongation. Il faut que tu signes, il faut que tu signes, il faut que tu signes. Et ma soeur, elle me disait, mais Adil, je ne comprends pas, on a signé 4 ans, pourquoi ils veulent te faire signer? J'en sais rien, je suis en Espagne tout seul. Donc elle est venue, tout le monde était venu pour discuter, parce qu'ils voulaient m'augmenter. Sauf qu'à l'époque, après ma première année à Valence, je ne savais pas que le Real avait un œil sur moi. D'accord. Donc, on va le prolonger, comme ça, on va faire gonfler le truc. Mais moi, je ne voyais pas ça comme ça. Moi, je voulais, à ce moment-là, j'ai fait ma première saison. Je me suis dit, je vais faire une deuxième et je vais partir. Parce que je voulais déjà partir, moi. Pourquoi? Ouais. Parce que je voulais jouer avec les plus grands, encore une fois. Alors que j'étais très bien à Valence. Donc là, avec Djokic derrière, ça ne va pas trop. Ça se pique, ça s'envoie des trucs bizarres. Jérémy Mathieu, entre-temps, il s'est excusé, mais il s'était loupé en conférence de presse en disant, ouais, moi, je ne comprends pas parce que y a des joueurs
qui voulaient partir, parce qu'après ma première saison, je devais partir en Angleterre, je voulais aller en Angleterre. Aujourd'hui, ils sont en club et en plus, ils jouent. Tu vois, et en fait, ils me visaient. Moi, je n'ai pas aimé tout ça, donc j'ai parlé avec lui, il s'est excusé publiquement. Entre-temps, j'ai Djukic qui envoie des petits scuds dans les radios, dans les médias. Je ne sais plus pourquoi à cette époque-là, et on devait jouer contre Grenade. Et quand j'ai entendu tout ça et j'ai vu des articles sur moi, en déplacement, là, j'envoie un scud à la radio, tu vois. Et je lui dis, mais Djukic, c'est un peu un faillot, et les joueurs qui l'entraînent, c'est un peu pareil. Donc, ils s'entendent bien. Donc, ça n'a pas plu, et là, j'ai été carrément viré de la mise au vert. Ouais. C'est là où dans le football, c'est pas bon de dire les choses. Et il faut toujours mentir pour être bien accueilli. Et donc, du coup, là, ça commence à être tendu avec le nouveau président, avec l'entraîneur et tout ça. Et là, c'est Galliani qui m'appelle. Galliani qui m'appelle et qui me dit, écoute, Adil, ça fait très longtemps qu'on te suit et ça fait trop longtemps que j'aimerais t'avoir dans mon équipe. Donc, est-ce que tu me laisses, en gros, me battre pour te récupérer? Donc, tu gères plus les problèmes avec Valence. Je vais les gérer moi et je te récupère. Fais-moi confiance, je suis un homme de parole, il me dit. Alors qu'il faut savoir un truc, c'est que quand j'étais à Valence à l'époque, il y avait des clubs en Angleterre qui étaient intéressés, voilà. Mais moi, je voulais toujours plus, tu vois. Et à l'époque, des agents, c'est pour ça que l'entourage est très important et il faut que les jeunes m'écoutent bien, c'est qu'à l'époque, ils me conseillent un club en Angleterre. Tu verras, tu vas être bien. Je dis, ouais, mais là, je ne vois pas la progression entre Valence et ce club en Angleterre, tu vois. T'inquiète pas, fais-nous confiance. Donc, il me faut un discours. Je lui dis, mais je ne comprends pas. Je t'avais dit que mon club de cœur et mon club de rêve, c'est le Milan AC. Pourquoi tu leur parles pas et tout ça, tu vois? Il me dit, écoute, Adil, j'ai eu le Milan AC et ils n'étaient pas intéressés. Ils n'aiment pas de comment tu te comportes sur un terrain, ils n'aiment pas tes relances, ils n'aiment pas tout ça, tu vois. Et il me dit ça. Au repas, c'était un restaurant marocain à cette époque à Valence. Franchement, j'ai pris un coup sur la tête. Mais moi, je ne connaissais pas le milieu de bâtard que ça peut être, tu vois. Ouais. Complètement. Je connais rien, moi, à tout ça. Ouais. Moi, c'est juste monter. Donc, l'agent, je leur fais confiance. Et en fin de compte, tu comprends que les agents, ils veulent, eux, t'emmener là où ça leur rapporte le plus. Ouais, Alors qu'ils le savent que moi, pour être heureux, je vais être au Milan AC. C'est mon club de cœur, c'est mon truc, tu vois. Il me dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Je me brouille avec Valence un petit peu, c'est chaud. Galliani qui m'appelle et qui me dit ça. C'est là où j'ai compris que le monde du football, c'est un monde de bâtards et que les agents t'amènent là où ils veulent pour prendre le plus de ronds. Tu vois? En fait, il n'avait jamais appelé le Milan AC. Il n'avait jamais demandé, vous avez, tu vois? Et quand Galliani me dit en personne, ça fait longtemps qu'on cherche à t'avoir, et patati et patata, là, j'ai compris. Donc, on est passé par un agent là-bas qui m'a fait faire le transfert. Et après voilà, c'était la patate pendant un an. J'ai kiffé le Milan AC jusqu'au jour où, encore une fois, je tombe sur un vieil entraîneur tout claqué qui est le nom de Inzaghi. Et tu connais l'histoire. Non, 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 je la connais pas l'histoire. Mais déjà, moi déjà, il y a Miroslav Djukic, déjà. J'ai pas compris, tu vois, j'ai essayé de reprendre. Parce que je me suis dit, à l'époque, c'est vrai que tu es sorti quand tu pars au Milan, il y a un truc qui se passe et je revois tes déclarations. Ouais, Djukic, comment il te traite? Comment il te traite, lui? Pourquoi ça part en vrille? Ben, il me traite bien, sauf que je sais pas, en fait, j'ai toujours eu des problèmes avec les jeunes entraîneurs. Dès qu'il est Ouais, jeune, pas d'expérience, ça part en ça va ouais, pas. Il y a l'ego, il y a tout. Ils prennent pas le temps de me connaître, ils savent pas que je suis un vrai soldat, souriant, ils savent pas que j'aime m'amuser, mais que sur un terrain, je triche pas. Et là, quand je vois des déclarations, quand je vois un discours où il dit ouais, mais là, je suis obligé de faire jouer Rami parce que j'ai pas. En fait, les gens se disaient mais il n'aime pas Valence, il veut partir de Valence. Pourquoi on le fait jouer? Et là, du coup, il a répondu j'ai pas le choix entre. Et donc moi, ça m'a vexé. ouais, d'accord. Entre temps, je fais me déclarer. Écoute, je suis à l'hôtel à Grenade là-bas. Téléphone, il sonne après le repas. Je dis, oula, ça c'est pour moi. Je commence à avoir la boule au ventre, j'ai une bonne intuition, je suis dans la merde, je ne vais pas te mentir. Par rapport à la déclaration que j'avais fait 1 heure avant à la radio. Je suis convoqué. Tout le monde est convoqué, téléphone, il sonne dans la chambre. Hola, Rami, ici. Vous avez tous réunion en espagnol. Je ne vais pas te faire en espagnol parce qu'il n'y a pas tout le monde qui comprend l'espagnol. Merci. Je dis, ouais, il me dit réunion dans la salle de réunion de vidéo, tout le monde dans 5 minutes. Je vois tout le monde sortir de leur chambre d'hôtel, moi aussi, comme dans les couloirs de prison, tu vois pas. Et là, je savais que le seul coupable, c'était moi. T'inquiète, encore une fois, c'est toujours moi. Et là, je rigole, mais c'était chaud, tu vois. Et là, j'arrive, je commence à avoir chaud. Je suis assis dans la salle de vidéo. Le coach qui arrive, il dit voilà, les gars, je voulais juste vous dire un truc, c'est que j'ai pris la décision de sortir Rami de l'équipe dans tout le monde parce que j'ai pas aimé ses déclarations et machin et ça. Et donc il est là, est-ce que tu as un truc à nous dire? Lui, il s'attendait concrètement à des excuses, des explications, et peut-être qu'il aurait fait une réunion derrière pour me garder. Tu vois. Ouais. Et je devais jouer titulaire le lendemain. Et là, je le regarde, et pour moi, je suis pas en tort.
parce que tu as dérapé, j'ai dérapé, point barre. Tu aurais dû me convoquer de tête à tête, on discute pas avec tout le monde. Et en plus, tu n'as entraîné personne avant, tu fais une réunion et tu vas me dire devant tout le monde, tu sors de l'équipe, pas de problème. Tu vois. Et là, qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? Sur la tête de ma mère. Je lui dis, ben, j'ai rien à te dire, juste que si j'avais des joueurs comme toi en concurrence à mon époque, j'aurais été en équipe de France toute ma carrière. Je lui dis, t'es claqué au sol. Je lui dis, mais en fait, j'ai parlé de son niveau, de sa carrière. Je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je m'attaque à lui. Tu vois ou pas? Et après, j'ai fini par, t'es juste jaloux d'avoir jamais eu mes qualités, en gros, tu vois. Et là, elle me dit, ok, d'accord. Donc, en fait, là, tu ne veux pas t'excuser. Je dis, non, tu vois. Pour tes coéquipiers, je dis, non. Je dis, moi, eux, je leur ai absolument rien dit, mais en tout cas, je parle de toi. Moi, j'ai parlé de toi, j'ai parlé, tu vois. Et tout le monde se lève. On m'appelle encore dans ma chambre. On me dit, écoute, Adil, on a une réunion, machin. Est-ce que tu peux venir Je te jure, j'ai pris mon cartable. Je dis cartable parce que c'est rigolo. J'allais dire ton cartable. Donc, on avait des sacs à dos. Ouais. Écoute, on avait sac à dos, j'avais mon ordi et mon casque. Écoute, non, mais c'est pour rendre l'histoire un peu plus marrante, tu vois. Non, mais Et déjà, elle me régalait, mais là, un cartable, t'es au top. je prends mon cartable, hop, hop. Il y avait des taxis devant l'hôtel. J'ai pris un taxi, j'appelle ma soeur, s'il te plaît, trouve-moi une chambre d'hôtel. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Trouve-moi une chambre, après je t'explique. J'arrive à l'hôtel, à un autre hôtel. J'ai quitté mon équipe, hein, alors qu'ils voulaient être avec moi, tu vois. Je vais à un autre hôtel, je pose mes affaires, bim bam boum, j'appelle ma soeur, je lui explique tout. Et après, je descends au bar de l'hôtel, hein. Et là, Jack Daniel, c'était mon meilleur copain à ce moment-là, je ne vais pas te mentir, frérot. Ah, je suis perdu, moi. Je ne sais plus quoi faire. Je me dis, voilà, c'est parti en couille. Est-ce que j'ai été trop loin? Est-ce que c'est mérité? Et patati et patata. Le lendemain, je prends mon billet, premier train, 6 heures du matin, premier vol. J'ai un train. Je rentre. Oh, je te jure, tous les journalistes m'attendaient. Je suis sorti du train pour aller récupérer un taxi. Ils filmaient de près et tout, comme si comme si j'avais fait un crime. Oh Je te là là. jure, choqué, choqué. Donc après, derrière, Galliani, il arrive, mon grand sauveur. T'inquiète pas, panique pas, on va te récupérer. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, c'est pas comme avec Marseille il n'y a pas longtemps. C'est que là, vas-y, amuse-toi à me licencier. J'ai une valeur de 10 millions. Amuse-toi de me licencier. Ah, je suis costaud là, je pèse, hein, tu vois ou pas? Donc du coup, le président, il refuse de me licencier. Je lui dis, on a juste à faire un licenciement. Il dit, non, non, impossible, tu vas reprendre l'entraînement, juste une petite mise à pied, machin. Derrière, il ne veut pas me licencier. Et il me dit, en gros, il aussi avec Galliani pour le maximum, tu vois. Je pars en prêt à Milan, entre-temps. Il s'arrange avec Galliani. Le problème, c'est que quand je pars en prêt, en 6 mois de prêt, en 6 mois, j'ai dû marquer, pour pas dire de bêtises, hein, en 6 mois, j'ai dû mettre 2-3 buts et 2 passes D, Ouais. tu vois. Mhm. Et puis, super bon avec le Milan AC. Sauf que là, Galliani, je suis en prêt, il me dit, bah, écoute, je vais t'acheter. Je vais t'acheter, donc s'il te plaît, pas en vacances, laisse-moi gérer à Valence. Sauf que va gérer entre Galliani, qui c'est un homme d'affaires, et le président, super con à l'époque de Ouais. Valence. Ouais. Et il va revenir, il va jouer avec nous, et puis c'est tout. Et puis Galliani me voulait absolument. Et puis moi, je leur disais, non, je ne vais pas jouer avec toi. Ah ben, tu vas baisser ton salaire. C'est quoi ton salaire à Milan? Ben, c'était pas ton problème. Et là, il voulait. En fait, il était tellement énervé. Je quitte Valence, quoi, dans le truc, et mon salaire, il prend fois 2,5. Tu vois, c'est un très gros salaire que je prends à Milan. Ils se disent, mais comment nous, on veut le virer? Et le mec, il s'en sort tranquillement à Milan. Il me dit, tu pars, on te signe le papier, on te transfère, mais on veut 50% de ton salaire. Je dis, mais vous êtes des malades ou quoi? Je dis, mais vous êtes, ouais, mais la prime. Je dis, mais vous êtes... Et en fait, il grattait sur la vie de ma mère. C'est dans ma poche, j'avais 5 euros, je me les aurais pris à ce moment-là. Je te jure, je dis, attends. Ah, c'était chaud. Très, très chaud. C'est Très, très chaud. incroyable. C'est incroyable qu'ils prennent ton truc. Et je leur ai dit, de toute façon, je lui ai dit, moi, je ne veux plus jouer pour toi, pour le président. Ça y est, j'ai plus confiance en toi, je ne vais pas me battre pour toi, je ne vais pas transpirer pour toi. Je reste, tu me paieras comme un joueur normal, mais en tout cas, je peux te dire que j'ai plus le cœur à jouer pour toi, tu vois. Mhm. Donc, les supporters ne l'ont pas compris à l'époque, donc je me suis fait un petit peu chahuter, mais ils ne savent pas que, en fin de compte, moi, je suis un vrai passionné, je m'en bats les couilles de ton oseille. Milan m'ont proposé ça, bien, je ne vais pas dire non, à un moment donné. Sauf que j'arrive au Milan AC, je suis au top, je suis bien, mais j'ai été coupé dans l'élan par Inzaghi, qui est arrivé, pareil, c'est ta première saison en pro, et franchement, je pèse mes mots, c'est grâce à ces gens-là qu'aujourd'hui, je vais être entraîneur. Il était claqué, mais claqué, clacos, du clacosphère, je te jure. Bon bah voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès la semaine prochaine et toujours avec Adil Rami parce qu'il avait tellement de choses à dire qu'il fallait qu'on fasse ça en 2 épisodes. Donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un épisode de Kiff en plus avec Adil parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Alors on reste ensemble. Allez, ciao et à la semaine prochaine.